à la fin, Jésus, Jean de Dieu a ici. Salut. Ouais, LFM, c'est la radio. La radio, la radio. La radio, la radio. La radio. Oui, oui, c'est la radio. C'est la radio. Le Point littéraire, une émission préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault. Le Point littéraire, Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. Il ne s'agit aucunement de remuer le couteau dans la plaie, tant il est que cet événement fut tragique pour l'Église catholique et terrible pour la communauté chrétienne. La mort trouble de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, deux évêques du diocèse de Bafia, a pendant des longs mois été au cœur de l'actualité dès la fin du mois de mai 2017. Monsieur Zédan, bonsoir. L'ouvrage que nous vous proposons ce soir est celui de l'auteur et par ailleurs journaliste Léger Tiga. Le titre Monseigneur Bala, un crime trop parfait, nous intéresse. C'est une 50aine de minutes que nous passerons avec l'auteur pour connaître les mobiles de l'écriture de l'auteur et les grands temps de son texte. Messieurs et dames, installez-vous confortablement. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers ? Les romanciers nous entraînent dans leur fiction, mais quelle est leur vie au quotidien ? Ces acteurs contemporains nous livrent un témoignage de notre temps. Mais quels sont leurs sentiments ? Chaque semaine, un rendez-vous. Le Point littéraire, mardi. 21h, 22h. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. En 60 minutes, un livre est mis en lumière à l'effet de décrypter son contenu, en compagnie de l'auteur ainsi qu'un critique littéraire, expert ou simple lecteur. Le Point littéraire, c'est avec plusieurs rubriques qui passent en revue l'histoire de la littérature et les classiques littéraires. Le Point littéraire, c'est à suivre tous les mardis 21h, 22h. Une émission préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault. Le Point littéraire, Jean-Jacques Foucault. Le Point littéraire, la première de couverture. La première de couverture. Et en guise de première de couverture, quelques informations nécessaires à connaître sur l'auteur et sur le livre, une affaire de Annie-Lisette Ambassa. Monseigneur Bala, un crime trop parfait. C'est le titre qui barre la première des couvertures du livre écrit par Léger Tiga. L'auteur parle de l'enquête sur la disparition de l'évêque de Bafia. Le blanc est la couleur dominante de cet ouvrage publié aux éditions du Chabel au premier trimestre 2019. 169 pages constituent ce chef-d'œuvre qui va de l'introduction aux annexes en passant par des parties telles que l'annonce de la disparition du prélat, la scène du crime, la dernière journée de Monseigneur Bala, la découverte du corps, la position du clergé, la justice au travail, les questions sans réponse et un homme de Dieu en terre de mission. Pour tout dire, le 31 mai 2017, les populations apprenaient la disparition de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, évêque de Bafia. Une annonce dont l'émoi aura été plus grande du fait des circonstances troublantes de la découverte du véhicule sur le pont du fleuve Sanaga à Ebebda, dans le département de la Léquié, pour enfin retrouver le corps du prélat 3 jours après, dans les eaux de la même Sanaga, dans un village appelé Nchang. Léger Tiga est un journaliste camerounais
auteur de plusieurs ouvrages. Il est présenté comme l'un des meilleurs praticiens du journalisme d'enquête au Cameroun. C'est un chrétien catholique pratiquant. Quelques mois avant la macabre disparition de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, Léger Ntiga a publié un ouvrage intitulé « L'Église des martyrs au Cameroun », dans lequel il retrace le sinueux parcours des crimes de sang commis contre prêtres, religieux et religieuses dans le pays. Accueillons à présent l'invité du soir, Léger Ntiga, qui est bien évidemment déjà avec nous. Monseigneur Bala, un crime trop parfait, c'est le titre de l'ouvrage que nous vous proposons à lire ce soir. C'est une enquête sur la disparition de l'évêque de Bafia, une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et quelque chose nous dit que ce n'est pas encore totalement terminé. D'ailleurs, le livre nous le démontre. Léger Ntiga, bonsoir et merci d'être venu à la radio. Bonsoir aux auditeurs d'Oral FM, et comme nous sommes dans la mouvance de la fête internationale du travail, je leur souhaite également une joyeuse fête. On imagine qu'à votre niveau, ça se prépare plutôt bien et que demain, il y aura suffisamment de quoi danser et surtout amener certainement vos collègues et confrères à la fête et peut-être à penser un instant que le travail, quelque part, n'est pas seulement contrainte mais également épanouissement. Oui, on sera en fête, mais également on sera dans la réflexion pour l'amélioration des conditions de travail, des conditions de vie de ceux avec qui on travaille. Est-ce qu'il y a des raisons de fêter au Cameroun quand on est travailleur? Il y a des raisons. D'abord parce que le travail nous permet de nous épanouir, mais également parce que vous savez, la commémoration de cette journée nous rappelle les conditions ouvrières anciennes qui ont quand même évolué, même si aujourd'hui la fête de cette année se célèbre sous un fond de colère et de tension entre les différentes composantes de l'activité professionnelle au Cameroun. Tout à fait. Et si on venait aujourd'hui reparler de ce livre qui vient de paraître, c'est vrai que vous semblez vous inscrire définitivement dans ce registre-là, la religion, principalement la question de l'Église catholique. Le premier texte, c'est d'abord les martyrs qui étaient présentés. Et aujourd'hui, vous revenez avec un sujet assez brûlant. Est-ce que vous n'avez pas peur de parler d'une histoire qui, à travers ce qu'on a pu voir comme événement, semble être désormais dans les oubliettes? Justement, je crois que l'une des motivations de cet ouvrage, c'est de ne pas oublier. C'est d'éviter souvent d'oublier notre histoire récente. C'est de reconstituer certains épisodes de ce que nous avons vécu ou de ce que nous vivons. Et comme vous le savez, la mort violente de Monseigneur Bala a choqué. Elle n'a pas choqué seulement dans sa famille, dans la communauté chrétienne catholique, dans la communauté chrétienne, mais elle a choqué tous les citoyens camerounais et même des citoyens du monde.
je pense que pour cela, il était bon de commettre cet ouvrage. D'abord pour lui rendre hommage. Parce que je pense que dans son domaine, c'est l'un des Camerounais les plus méritants. Ensuite, pour ce qu'il représentait pour de nombreuses populations au Cameroun. Enfin, pour le type de mort. Pleine d'humiliation, empreinte de beaucoup de déshonneur. Vous savez, d'abord, il est violemment retiré à la vie, oui. Mais également, cet assassinat-là est maquillé en noyade volontaire, donc suicide. Et vous savez ce que cela signifie pour l'Église catholique, pour un dignitaire de l'Église catholique, mais également même pour simplement sa famille. Il en a une, et un évêque, ce n'est pas nécessairement quelqu'un de très haut situé ou bien de confortablement situé dans la société, mais c'est quand même en termes de représentation quelqu'un d'une certaine dignité dans notre famille, dans notre société, et donc forcément pour sa famille aussi. Mais peut-être il y a des douleurs qu'il faudrait mieux oublier. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous allez peut-être remuer encore le couteau dans la plaie? Il y a ces chrétiens, il y a ces personnes qui, à un certain moment, sont sentis douloureusement touchés par l'événement. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que reparler de cette histoire-là dans un livre, ça ne va pas davantage choquer? Je ne suis pas sûr que c'est comme ça que c'est recueilli au niveau de l'opinion, si je m'en tiens à la sorte d'engouement que nous vivons autour de cette publication. Je suis en permanence appelé au téléphone parce que les gens veulent savoir, ils veulent trouver le livre. J'imagine que l'éditeur aussi et tous les points de vente dans lesquels le livre se trouve. Je pense que c'était un livre, peut-être que personne n'osait, mais qui était attendu, qui était espéré. Tout à fait. Je pense qu'il réconforte davantage qu'il ne peut remuer le couteau dans la plaie. Une enquête, peut-être qu'on aurait peut-être voulu avoir des conclusions fermes sur qui exactement est le responsable. Mais quelque part, il y a des vérités qui sont présentées, mais qui ne sont pas à l'affirmative. Vous savez, le travail que j'ai essayé de faire, et je dis toujours, il faut rester très très humble dans ce genre de production, et même dans le travail que nous faisons au quotidien. Et donc, il n'appartient pas aux journalistes que je suis de trancher, de prononcer des verdicts. Oui. Nous, à travers un certain nombre de recoupements, la critique des sources, la confrontation et d'autres techniques, nous essayons de donner au lecteur le maximum d'éléments pour qu'il se fasse lui-même une lecture, pour qu'il se rapproche de la vérité et de ce qui a dû se passer, de ce qui a pu se passer. Mais vous voyez bien que dès la couverture du livre, nous prenons fortement position en parlant d'un crime trop parfait. Effectivement, il était trop beau pour ne pas être un crime. Au bout de tout ce que nous avons obtenu comme éléments de réponse à nos différentes interrogations, on en arrive à la conclusion et à la déduction qu'il s'agit d'un crime, mais d'une affaire qui a été certes rondement menée, mais qui n'a pas été aussi bien menée que les commanditaires et les acteurs l'avaient souhaité. Comme vous le dites, dès le début, on a la réponse, du moins celle que présente le journaliste que vous êtes, et qui est également l'enquêteur pour le cas d'espèce. Vous présentez donc une hypothèse ou alors une thèse qui va en contradiction avec la thèse du suicide longtemps prônée et qui a fâché un tout petit peu l'Église catholique. Oui, vous savez, dans le livre, et j'en parlais l'autre jour avec un de vos confrères qui me demandait quelle est la portée épistémologique de cet ouvrage. Je lui disais, qu'en le lisant, il se rendra bien compte que le livre, au-delà des techniques de journaliste, est éminemment scientifique. Il y a une bonne partie de cet ouvrage qui est un échange que nous avons eu avec différents experts.
des questions de noyade et qui nous démontre que l'évêque peut s'être effectivement noyé, mais pas de sa volonté. Il peut avoir été noyé. Et donc, même dans ce cas-là, il s'agit d'un suicide. Et on a relevé d'autres indices qui nous laissent croire que Monseigneur Bala ne s'est pas noyé de son propre chef ou qu'il n'a pas été noyé étant totalement vivant. Tout à fait. Il y a beaucoup de révélations à l'intérieur de votre livre. La première révélation ou alors un ensemble de révélations arrive lorsqu'on parle du dernier jour. Le dernier jour du regretté Monseigneur Bala, désormais. Il y aurait eu, et c'était une thèse qui a été avancée par plusieurs, il y aurait eu des personnes qui ont rendu visite à Monseigneur Bala le jour même où il sortira à 23h et qu'il ne reviendra plus. Oui, je crois que c'est le nœud de toute la trame. C'est-à-dire que jusque-là, on se demandait comment a-t-il pu se retrouver hors de sa résidence aussi tard dans la nuit. Et que tous ses collaborateurs sont fermes à dire que chaque fois qu'il lui arrivait de sortir tard dans la nuit, d'abord ce n'était pas avec la voiture de marque Toyota Land Cruiser à bord de laquelle il aurait été avant de se retrouver dans l'eau, mais également ses collaborateurs disent qu'il laissait toujours un mot aussi précis que possible pour dire exactement où il se trouvait. Oui. Curieusement, cette nuit-là, ça n'a pas été le cas. C'est que tout trouve réponse dans la matinée qu'il a eue. Passablement souffrant et un peu épuisé, il a décidé de ne pas se rendre à son bureau. Et donc, il a travaillé dans le bureau de ses appartements où, aux environs de 10h30, 11h, il a été rejoint par des gens qui disaient être du cabinet civil et qui avaient été dépêchés par le directeur du cabinet civil de l'époque pour une mission spécifique auprès de Monseigneur Bala. Et lui donc de s'empresser de leur dire « Ok, dans ce cas, je vous reçois et je continue de vaquer à mes autres occupations. » Et ils lui diront « Non, ce n'est pas aussi pressé que ça, qu'il achève sa journée et dès qu'il aura achevé, ils vont lui signifier l'objet de leur mission qui ne devrait pas durer plus de 15 minutes et puis ils s'en iront. Et plus tard, les choses vont commencer à se compliquer. Soit dit en passant, il a déjeuné avec ces bourreaux-là à midi. Est-ce qu'à l'heure actuelle, l'enquêteur que vous êtes capable d'identifier les personnes qui sont effectivement venues rencontrer l'évêque de Bafia? C'est-à-dire qu'au moment, est-ce que votre enquête que vous avez certainement menée en amont avant de rédiger le texte peut aujourd'hui avoir des réponses? Non. Je n'ai pas pu avoir l'identité de ces personnes-là pour la simple raison que même mes sources en parlant en étaient très effrayées. Vous savez, c'est quand même un drame, une tragédie qui a traumatisé et autour de laquelle il y a eu beaucoup de pression. Faut jamais l'oublier. Donc, il a fallu donner beaucoup d'assurance à mes différentes sources pour que les gens acceptent de s'ouvrir. Oui. Et vous savez bien que l'un des problèmes, l'un des gros obstacles de la pratique de notre métier dans ce pays, ce sont les sources d'information. Oui. Qui ne s'ouvrent pas très souvent, qui ne s'ouvrent pas si facilement, et quand elles décident de s'ouvrir, qui requièrent souvent l'anonymat aussi. Le livre nous apprend que Monseigneur Benoît Bala, décidé désormais, serait bien évidemment aller, on ne sait où, à 23h, et puis il y a eu des témoignages de ce gardien qui a plus tard été gardé à vue. Il y a d'autres informations qui font état de ce que Monseigneur Benoît Bala aurait donc été, traîné un tout petit peu par la force pour qu'il suive ses bourreaux. Il y a beaucoup de thèses qui s'affrontent sur où est-ce qu'il est parti, à quelle heure il est parti. Est-ce que vous, dans votre livre, vous essayez de nous dire clairement quelle est la thèse la plus plausible? C'est-à-dire qu'il aurait été rejoint plus tard par ses bourreaux, ou alors que ce sont ses bourreaux qui l'ont fait sortir de la maison? Vraisemblablement, lorsque nous avons
interroger, recouper ce qui a été dit, recueillir des témoignages, il en ressort qu'il a été sorti de chez lui. Il a été sorti de chez lui. Remontons simplement les différentes versions du gardien le jour de la découverte de la voiture, c'est-à-dire le 31 mai 2017. Le gardien dit une première chose, c'est que Monseigneur Bala est sorti au volant de la voiture en costume et lui a demandé d'ouvrir. Oui. Plus loin, il dit Monseigneur Bala est descendu de voiture, est venu frapper à son logis pour lui demander de lui ouvrir. Et puis il a ouvert. Et la troisième version laisse dire que après la sortie de Monseigneur Bala, un homme grand de taille à bord d'un véhicule noir est arrivé et a demandé Monseigneur Bala. Et donc, lorsque on remet toutes ces versions-là bout à bout, on se rend compte qu'il y a quelque chose que le gardien n'a pas voulu dire ou qu'il a été amené à dire d'une certaine manière. Dans l'incohérence du témoignage du gardien, en réalité, suffire il est possible qu'il ait intimidé ou lui imposer ce qu'il aurait... Effectivement, parce que même lors de la garde à vue, au sortir de là, nous avons voulu discuter avec le gardien. Il n'était plus très enclin à dire le moindre mot sur ce qu'il aurait vu cette nuit-là. Il lui a demandé donc de se taire, peut-être. Éventuellement. Nous apprenons que Monseigneur Benoît Bala a donc été sorti de chez lui. Il a été, d'après les dires de votre texte, et c'était des thèses déjà qui étaient présentées, il a été torturé, il a été plus tard jeté dans le fleuve, parce qu'il y a plusieurs témoignages également que vous avez pu regrouper qui font état de ce que un hélicoptère aurait survolé la zone la veille et il aurait donc balancé le corps de Monseigneur. Donc ça veut dire qu'ici il s'agit d'un assassinat donc qui finalement est maquillé comme on le voit, parce que d'après les pêcheurs qui témoignent bien évidemment dans votre livre, il n'aurait pas pu louper le corps pendant plusieurs jours s'il était effectivement dans l'eau. Oui, effectivement, c'est pour cela qu'au tout début de la rédaction de cet ouvrage, le titre de départ, c'était l'assassinat noyé. C'était ça le titre de départ que nous avons proposé. Et puis, par la suite, et compte tenu de la gravité des faits que nous avons pu recueillir en discutant avec l'éditeur et d'autres personnes aux ressources, nous avons pensé qu'il était idéal de retenir un crime trop parfait. Un crime trop parfait justement à cause des incohérences, à cause des non-dits, à cause des énigmes qui entourent cette affaire, mais également à cause d'un certain nombre de faits qui crèvent les yeux, qu'elle n'aurait pas pu se produire si Monseigneur Bala s'était noyé immédiatement après sa sortie de véhicule. Il est question de dire ici que oui, il a été effectivement assassiné. D'ailleurs, vous relayez les propos du recteur de Simalène, bien évidemment, qui essaye de dire qu'il donne un lieu où Monseigneur a été assassiné. Un lieu bien connu, qui est décrié, qui est balancé comme ça dans le livre. Vous savez, dans ce pays, lorsque les gens décident de s'informer, de chercher à savoir ce qui s'est passé, finissent toujours par y arriver. Un certain nombre de choses n'auraient pas été publiquement dites si les orateurs n'avaient pas un certain nombre de preuves. Effectivement, dans la soirée du 13 juin 2017, au cours d'un office religieux, lors d'une veillée au sanctuaire marial d'Insimalène, le recteur a fait un certain nombre de révélations. Il ne s'est pas contenté de faire des révélations. Il a demandé à l'assistance présente, en référant aux différentes relations
que cette assistance pouvait avoir avec les commanditaires et les meurtriers éventuels, de leur demander de se repentir, de leur demander d'aller se confesser pour obtenir le pardon, non seulement de leurs victimes, mais également le pardon de Dieu. Donc, je pense que c'est suffisamment d'actions, de déclarations et de prise de position qui permet de consolider la thèse selon laquelle Monseigneur Bala a été tué. Mais en plus de cela, ne l'oubliez pas, dans le livre, il y a un détail. Il y a quelque chose qui peut être pris pour un détail, mais qui est capital pour moi. C'est le message posthume de Monseigneur Bala. La nuit même de la découverte de son corps, il est apparu à un certain nombre de personnes, parmi lesquelles ses confrères, des membres de sa famille, quelques-uns de ses amis et quelques-uns de ses collaborateurs. À tous, il a délivré un message. À certains, ce message est apparu le matin sous la forme rédigée. Et nous avons pu rentrer en possession de ce document. Nous l'avons intégralement publié dans l'ouvrage. Tout à fait. Donc, le Seigneur Benoît Bala aurait donc rédigé une lettre. Entre les lignes de ce qu'il dit, il dit qu'il a été tué. Lui-même, il dit qu'il a été tué. Donc, Monseigneur a rédigé une lettre où il a dit qu'il était tué, mais il n'a pas dit qui l'aurait assassiné. Et il n'a pas eu besoin de le dire. D'autant plus que lui, dans son propos, il dit qu'il pardonne déjà, qu'il a déjà pardonné et qu'il est dans la lumière, qu'il est déjà lui dans la lumière. Et que ces gens qui l'ont tué doivent demander pardon pour le retrouver dans la lumière. Tout à fait. Il faut dire que nous parlons ce soir d'une histoire assez macabre. Il faut dire que le crime trop parfait, Monseigneur Bala, c'est le titre Monseigneur Bala, un crime trop parfait, c'est le titre de l'ouvrage de Lydia Tinga, qui revient bien évidemment sur les contours liés à l'assassinat de l'évêque de Bafia. Au-delà de savoir aujourd'hui qu'il a été assassiné, parce que clairement le livre nous le dit, nous voulons savoir pourquoi. Le mobile, parce que généralement dans une enquête, c'est vrai qu'elle n'est pas une enquête criminelle, mais journalistique. On veut bien savoir pourquoi est-ce que Monseigneur a été tué. Il y a plusieurs thèses qui se sont affrontées, mais celle que vous avez pu obtenir dans votre travail de recherche, c'est laquelle? Celle qui permettrait au moins aux uns et aux autres d'avoir une petite idée, du moins ne fût-ce qu'à 90% et peut-être plus, de ce qui a amené les bourreaux de Monseigneur Benoît Bala à lui ôter la vie. Oui, à l'origine de cette affaire, il y a une dénonciation. Il y a une dénonciation, une double dénonciation d'ailleurs, la plus proche du crime qui est perpétré contre Monseigneur Bala, c'est la dénonciation de l'assassinat du recteur du petit séminaire. Un autre crime par rapport auquel les enquêtes n'évoluaient pas tel que souhaité par l'évêque de Bafia. Il a donc saisi les plus hautes autorités de la République pour dire qu'il y a eu mort d'homme et l'enquête n'avance pas suffisamment. Il a également adressé un courrier similaire au Vatican. Et c'est ce courrier-là qui aurait été intercepté et mis à la disposition des commanditaires de ce crime. Mais à l'origine de cette macabre affaire, une affaire de pédophilie au petit séminaire de Bafia,
Et concernait qui précisément Elle concerne un certain nombre de dignitaires ici à Yaoundé, quelques prêtres du diocèse de Bafia qui facilitaient l'accès aux petits séminaristes, en faveur de qui on organisait des recollections, mais qui n'étaient pas véritablement des recollections. Et donc, certains de ces enfants-là ont eu le courage de dénoncer à leur retour à Bafia, et l'évêque a pris des sanctions fortes contre les prêtres qui ont facilité ce type d'activité au sein du petit séminaire. Et les protégés de ces prêtres-là à Yaoundé ont voulu exiger de Monseigneur Bala d'annuler les décrets qu'il avait pris. Et donc, lui de dire que un décret pris ne peut et ne mérite d'être annulé que par son initiateur et de son propre chef. Or, il était question que ces décrets-là soient annulés et qu'ils soient transportés par les émissaires qui avaient été commis auprès de lui à Yaoundé. Ça veut dire qu'en réalité, cette affaire de... à quoi il n'a pas du tout voulu donner suite. Cette affaire de pédophilie ne concernait donc pas de près Monseigneur Bala, parce qu'il y a quand même récemment une intervention sur une chaîne de télévision, je crois E-News, si je ne me trompe pas, qui faisait savoir quand même que le prêtre, l'évêque serait directement concerné par cette affaire. On a même parlé d'histoire de copinage et autres. Je veux savoir forcément, est-ce que votre livre met totalement de côté cette possibilité-là? Ben, lorsque vous lisez le livre dès l'introduction, nous partons de l'histoire récente de l'Église qui vit ses tourments et qui en ce moment essaye de réparer un certain nombre de torts causés, qui essaye de faire son aggiornamento. Seulement, la déclaration dont vous parlez nous est apparue mensongère et dénuée de tout fondement. Parce que nous avons approché son auteur, et c'est dit dans le livre, tout à fait, qui a reconnu n'être pas documenté sur la question et d'en avoir vaguement entendu parler. Alors, vous n'allez pas sur un plateau de télévision en prime time faire des déclarations sur une affaire dont vous avez entendu vaguement parler. Plus grave, que ce monsieur-là soit spécialiste de l'histoire des religions, il est avant tout historien. Or, relisez bien sa déclaration, vous allez vous rendre compte non seulement qu'il se trompe, mais également qu'il dit des choses qui sont totalement infondées. Par exemple, il parle du Cameroun comme une ancienne colonie allemande. Pour un historien, ça me semble grave. Et à partir de ce moment-là, je ne sais pas si on doit continuer à l'écouter dès qu'il a dit que le Cameroun est une ancienne colonie allemande qui s'est inspirée du code prussien sur la pénalisation de l'homosexualité. À partir de ce moment-là, je pense qu'on a de fortes raisons de le dénoncer et de ne pas donner de suite à ce qu'il a dit. Heureusement que interrogé, et en même temps il y a un groupe de compatriotes basés en France, des anciens membres du club Copmonde, qui l'ont violemment pris à partie d'une correspondance et qui menaçaient de le traîner en justice pour ce qu'il a dit. Et à cela également, j'ai obtenu une réponse du courrier qui lui ont adressé, dans laquelle effectivement il dit n'avoir pas véritablement eu des éléments concrets éléments concrets par rapport à ce qu'il a dit. Et vous voyez donc avec quelle indélicatesse, parce que ces gens-là sont un peu condescendants, ils sont en post-colonie, ils peuvent donc avancer toutes sortes de choses sur des citoyens qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils connaissent à peine. Tout à fait. Je vous propose de marquer un arrêt. On va prendre une rubrique qui nous permet de revisiter un livre qui a marqué l'histoire. Avant de revenir bien évidemment sur le livre de ce soir, Monseigneur Bala, Un crime trop parfait, il sera question pour vous de nous présenter le plus et la particularité de cet ouvrage, compte tenu que cette histoire a été fortement médiatisée. Pourquoi il faut absolument avoir le texte et qu'est-ce que cela pourrait apporter
à son lecteur comme réponse? Parce que beaucoup de personnes se posent cette question-là. On va prendre les classiques littéraires et on revient. Le point littéraire, les classiques littéraires. Les classiques littéraires. C'est une affaire de Hassan Salisu. Sous l'orage, d'une part, le poids du passé, l'autorité de la tradition, le prestige des anciens, d'autre part, l'appel de temps nouveaux, l'ouverture et les émois de la jeunesse, la profondeur millénaire de l'Afrique et les horizons stimulants dévoilés par d'autres formes de savoir, ce débat est celui des pères et des fils, et tel est l'orage subi par les peuples africains. Il est très remarquable en ce roman, si juste d'écriture, si mesuré de ton, de voir ce peuple, ici une famille et un village malien, sortis de la tourmente sans sacrifice extrême, la parole sage en raison des passions et le désordre de l'histoire, finalement s'épuise face à l'ordre de la vie. La mort de Chaka, le titre de cette œuvre, est une action dramatique, évoquant la fin tragique du plus grand conquérant noir que l'Afrique ait connu. Publié en 1957, soit à peine 3 ans avant l'indépendance du Mali, Sous l'orage est le premier roman de Seydou Badian, auteur de l'hymne national et futur ministre de l'économie, considéré comme un classique, étudié dans de nombreuses classes de collèges au Mali et dans les pays voisins. Il fait s'affronter autour de la question emblématique du mariage, les valeurs traditionnelles de la société et les aspirations du changement véhiculées par l'école des Blancs. Croquant en quelques mots qui sonnent juste les paysages et les gens, le livre met en scène Kani, jeune fille instruite, qui rêve d'épouser le camarade d'école dont elle est amoureuse, alors que son père la voit devenir la troisième épouse d'un gros marchand. Dans son style simple et personnel, français châtié matiné de mots et d'expressions locales, Seydou Badian fait de fables vieilles comme le monde, la parabole d'une Afrique à la veille des indépendances. Prise dans une histoire au rebondissement peu artificiel, mais comme toute plausible qui nous permettent un court instant d'apercevoir les différentes facettes du pays, de la ville naissante au rivage du Djoliba, Kani devient la nation malienne naissante courtisée par les valeurs traditionnelles, incarnée par les anciens et les valeurs importées par les colons. Malgré l'apparente simplicité de l'intrigue, Seydou Badian ne tombe pas dans la facilité et complexifie peu à peu son propos pour nous amener vers une troisième voie, incarnée par le personnage énigmatique et philosophe de Tieman, qui a fait la guerre sur le sol européen et qui a ensuite choisi de rester dans son village, où il est infirmier dans un dispensaire que l'on imagine sans grand moyen. 50 ans plus tard, ce livre reste d'une grande actualité parce que sa réflexion sur la mutation des sociétés colonisées puis décolonisées reste toujours pertinente. Merci d'écouter Royal FM, merci d'écouter le point littéraire tous les mardis dès 21h. Nous avons sur le plateau ce soir Léger Ntiga qui vient de présenter son livre, Monseigneur Bala, un crime trop parfait. Tout à l'heure, vous nous avez dit en offre qu'on a tout pris à l'évêque et qu'on a tenté également de l'humilier à travers la thèse qu'on a proposée
il se serait suicidé, assassiné, il se serait donné la mort, c'est mieux de le dire, lui-même, et pour des questions financières, il aurait engouffré beaucoup d'argent du diocèse, et c'est pour cette raison qu'il s'est donné la mort. Voilà d'autres thèses que vous essayez de proposer aux lecteurs, une thèse qui aurait été proposée aux hommes de médias qui n'ont pas adhéré à ce mensonge, s'il faut le qualifier ainsi. Monseigneur Bala est connu et reconnu comme un gestionnaire extrêmement rigoureux, notamment de son diocèse et partout où il est passé. C'est d'ailleurs pour cela qu'à l'époque, les responsables de l'église catholique de l'archidiocèse de Yaoundé l'avaient envoyé aux études pour faire des études d'économie et de gestion. Donc, cette thèse-là ne pouvait prospérer. Je me suis interrogé pendant que je travaillais et j'ai interrogé un certain nombre d'évêques pour essayer de comprendre où est passée la croix pectorale de Monseigneur Bala, où est passé son anneau. Voilà des ornements qui ne quittent presque jamais un évêque, qui ne quitte presque jamais un évêque. Se serait-il débarrassé de ces attributs-là avant de se jeter à l'eau? Ce qui est presque impossible, parce que s'il s'est jeté à l'eau avec des sandales aux pieds, à l'envers par ailleurs, il aurait dû se jeter à l'eau également avec sa croix pectorale, sa paire de lunettes et surtout son anneau au doigt. Donc là également, c'est des indices assez pertinents qui montrent que la thèse du suicide et donc de la noyade volontaire est à écarter. Tout à fait. Tout comme la thèse du détournement de l'argent du diocèse pour lequel il se serait donné la mort. Là également, c'est à écarter. D'ailleurs, lorsqu'à l'époque, nous avons été approchés pour faire répandre cette thèse, nous avons posé un certain nombre de questions qui ont embarrassé les promoteurs de cette possibilité-là. Il y a eu 2 autopsies et puis c'est juste l'autopsie réalisée par des légistes venus d'Interpol qui a été vulgarisée et les autres, pourtant, n'ont pas fait objet de communication. Et lorsqu'on regarde, du moins pour vous qui avez eu l'opportunité de fouiller et de creuser, il se pourrait que dans les 2 autopsies, il était question de dire qu'effectivement, Monseigneur Bala a été brutalisé, puisqu'il y a des membres qui ont été un tout petit peu broyés, et donc, sans fausse note ou bien sans autre forme de procès, c'est donc la thèse là qu'il fallait valider. Oui, je crois qu'effectivement, courant janvier 2019, le professeur Chokos a donné une interview, a accordé une interview, et nous l'avons également approché avant et après cet épisode-là pour en savoir un peu plus. Bon, dans ses dires, il reste extrêmement détaché de ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il vous dit qu'on lui a présenté un corps et il n'a fait que travailler sur le corps sans chercher à identifier de qui il s'agissait, ni à interroger les faits antérieurs à ce qui se serait produit. Donc, il a scientifiquement travaillé sur le corps et, comme il dit lui-même, il a ouvert le corps et puis il a fait ses constats. Et il est reparti. Voilà ce qu'il explique. Donc, je pense, avec beaucoup de modestie, je pense que on aurait dû confronter les différents rapports d'autopsie pour faire l'évaluation qui a été faite par le procureur général de la cour d'appel du centre. De venir comme ça parler d'une seule, laisser croire qu'il y avait anguille sous roche. Oui. Et on a parlé des 4 milliards de francs CFA qui auraient été dépensés. Et on s'est finalement rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'a pas tourné rond. D'où d'ailleurs le crime trop parfait. Les 4 milliards de francs CFA
Pour quelle Oui, on cause en a parlé. il fallait déplacer l'expertise d'ailleurs. Ça coûte un peu cher. Forcément que ça coûte cher. Maintenant, tout est fonction de quel est le corps finalement qui a été présenté à cette expertise pour qu'elle puisse exprimer son savoir et son savoir-faire. Tout à fait. Maintenant, au-delà de ce qui est écrit, pourquoi d'abord il est intéressant de connaître cette histoire-là? Pourquoi est-ce qu'il est important et primordial de consigner un tel événement dans un livre? Et surtout, qu'est-ce que vous apportez en plus? Parce que c'est un événement qui a été, qui a été fortement relayé par la presse. Il y a beaucoup d'histoires qui ont été contées autour. Il y a des thèses qui sont affrontées. Qu'est-ce que votre livre apporte en plus au lecteur qui va aller à la bibliothèque ou à la librairie chercher cet ouvrage que vous avez mis désormais sur le marché? Lorsque le 3 août 2017, après la mise en bière de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, nous nous retrouvons à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé et que Monseigneur Joseph Akonga Esumba prend la parole pour l'homélie de circonstance qui était en même temps un témoignage à un frère et ami. Je ne sais pas si vous avez été à la cathédrale pour vivre ce moment-là qui était particulièrement célébré par l'assistance. Je pense que les fidèles chrétiens catholiques à ce moment-là se sont sentis libérés d'un gros poids, libérés d'une sorte d'humiliation, mais également libérés de savoir qu'on travaillait à la manifestation de la vérité. Alors, je pense que c'est dans la même logique que nous avons mené ce travail pour qu'il serve de clé, qu'il serve d'éclairage, qu'il serve de lumière et qu'il contribue à la manifestation de la vérité. Je crois que c'est l'un des premiers objectifs. Ensuite, comme journaliste, j'estime que la disparition de Monseigneur Bala, qui a été brusque, brutale, très violente et particulièrement spectaculaire, je pense que c'est un sujet de travail journalistique qui mérite d'être non seulement effectué, mais poursuivi et conclu. Enfin, je pense, comme je l'ai dit précédemment, que c'était également une manière de lui rendre hommage, de lui rendre témoignage pour ce qu'il a été, pour ce qu'il a fait. Et c'est pour cela que la dernière partie du livre parle du missionnaire en terre, de l'homme de Dieu en terre de mission, pour retracer non seulement son parcours de prélat, mais également sa pensée ecclésiastique, pour parcourir avec lui des clichés de son ministère. Nous avons voulu lui témoigner cet hommage-là. Donc je pense que de ce point de vue-là, cet ouvrage-là a une portée non seulement actuelle, mais également historique et scientifique. On remercie Roméo Tchadou qui dit bonsoir. Il dit qu'il aime bien le programme. Il nous écoute sur la page Facebook de la radio. Il faut dire simplement que c'est Royal FM Espace Cameroun. Le livre de ce soir, Monseigneur Bala, un crime trop parfait. Enquête sur la disparition de l'évêque de Bafia que je présente en ce moment bien précis. J'aimerais savoir, aujourd'hui, ceux qui nous ont écoutés sont forcément interpellés et veulent savoir comment faire pour avoir le livre. Il est désormais disponible partout. Le livre est disponible partout, notamment à Yaoundé, où il a été surabondamment distribué dans les kiosques à journaux. Oui. Donc, pratiquement tous les kiosques à journaux de Yaoundé disposent d'un stock de livres. Il est disponible à la librairie Saint-Paul, pas très loin de vos studios. Il est disponible à la librairie Clé, où il a été déposé dès le 13 avril. Il est disponible à la librairie des Peuples Noirs, oui. Toujours à Yaoundé. À Douala, il est disponible. Il a été abondamment distribué de ce côté-là également, à Bafoussam aussi. Il est disponible hors des frontières du Cameroun, grâce notamment à la plateforme Amazon. Et donc,
Le livre est disponible. Ceux qui en ont besoin peuvent se le procurer auprès de ces différents points de vente. Vous n'avez pas encore reçu jusqu'à présent des menaces parce que vous avez écrit sur un sujet qui peut fâcher, que ce soit de l'Église catholique, pour avoir dévoilé un certain nombre de petits secrets. Personne ne vous a encore appelé pour menacer. Comme j'ai coutume de le dire, les sujets les plus sensibles ne sont pas forcément ceux qui fendent de la tête. Tout est sensible en journalisme. Et donc ce sujet-là aussi, les menaces d'où qu'elles viennent, elles vont être, j'imagine, simplement, elles vont se heurter à la vérité des faits. Parce que vous citez quand même quelques personnalités. On a à l'intérieur le ministre de la Justice actuel, Oreisso, qui est cité. Il y a des personnalités comme Bahamouté qui seront citées. Il y a également Martin Bellingue-Boutou. Je dis bien que Ces personnalités sont citées pour avoir joué des rôles. D'ailleurs, le ministre de la Justice était le représentant personnel du président de la République aux obsèques. Tout à fait. Donc, forcément, il a été un acteur majeur. Il est ministre de la Justice et c'est la justice qui a été le principal acteur de la recherche de la manifestation de la vérité autour de cette mort énigmatique, violente, brutale et surtout qui a plongé le peuple dans la stupeur et la confusion. Mais également, ce sont toujours les services du ministre de la Justice qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à éloigner, si on peut le dire, les Camerounais de la justice, de la vérité. Donc, cité dans ces conditions-là, je ne pense pas qu'il devrait rougir, qu'il devrait davantage rougir plus que cela. Je préfère dire aux auditeurs que ce livre, il est riche en révélations, en rebondissements. Non seulement il fait le rappel historique de ce qui s'est réellement passé, des contours au niveau de la recherche, de la dépouille, de la trouvaille, des obsèques ici et là et les réactions de ses proches. C'est un livre que, en 1 heure, on ne pouvait malheureusement pas totalement étaler aux oreilles de nos auditeurs. Il est évident qu'il faut aller le lire pour comprendre véritablement ce qui s'est passé. C'est une enquête de Léger Tiga. Maintenant, un dernier mot pour la route avant de nous séparer. Le dernier mot pour la route, c'est de demander aux Camerounais de lire cet ouvrage. Je le crois très riche. C'est également de leur demander de ne pas ranger Monseigneur Bala dans les oublis, dans les oubliettes. C'est d'espérer de la justice camerounaise qu'elle puisse un jour parvenir à la vérité des faits et de rendre justice non seulement à Monseigneur Bala qui lui est mort, mais également au peuple camerounais qui espère et qui veut savoir ce qui s'est réellement passé. Tout à fait. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne route et surtout merci d'être passé à la radio. Systématiquement, vous semblez vous spécialiser dans cette thématique-là bien. Propre à vous, et c'est un deuxième livre, le deuxième bébé pour qu'il sorte. Ça n'a pas été trop difficile quand même. L'actualité vous a aidé un tout petit peu. Oui, l'actualité a aidé. Maintenant, la difficulté a été de collecter les faits, de les croiser, de trouver des sources fiables. Mais globalement, le livre n'a pas été très difficile à rédiger. Tout en vous remerciant d'être resté à l'écoute depuis 21h. On a parlé de ce livre qui certainement fera parler davantage de lui dans les jours à venir. Il est tout récemment sorti. Monseigneur Bala, un crime trop parfait de Léger Tiga qui est bien évidemment toujours avec nous. Permettez-moi d'accueillir Bills Rock. Il est là pour la balade nocturne.
C'est le long courrier de chaque soir et je suis sûr qu'ils sont déjà à l'attente et à l'écoute pour écouter le grand Bill Rock. Bonsoir Bill Rock. Eh bien, bonsoir Jean-Jacques, bonsoir monsieur l'invité. Merci. C'est un bouquin qui risque de créer polémique à l'avenir. Ça risque de faire l'objet de beaucoup de polémiques dans les jours à venir. Mais j'ai hâte, n'est-ce pas, de le lire. Alors ce soir encore, les auditeurs auront droit à beaucoup de rubriques. Oui, une belle balade nocturne, qui va nous ramener tranquillement dans les points chauds de la ville. Et celui qui s'en charge s'appelle Jean-Claude Gué. Voilà. Et il y aura également Hubert Tchatchoua, n'est-ce pas, qui se permettra de nous présenter un métier de nuit. Vous savez, on va dire que la nuit, dans la nuit, il y a toute une autre vie. Ouais. Et c'est à Hubert Tchatchoua, n'est-ce pas, de nous faire découvrir toute la nuit, enfin, tous ces métiers de nuit qui, parfois, peuvent beaucoup surprendre. Et puis, de l'autre côté, on aura des adresses utiles. Vous savez, les noctambules, très souvent, n'est-ce pas, il y a pas mal de choses qui se passent. Et donc, il faut quand même avoir 2 ou 3 numéros de téléphone qui peuvent vous sauver la vie au cas où. On ne sait jamais. Et puis, de l'autre côté, il y aura naturellement l'actualité culturelle. On va faire un tour du côté de la Côte d'Ivoire. On va également se retrouver certainement du côté du Canada ce soir. Il y a Constant Malonga qui nous attend à Londres. Et puis là, au Cameroun, nous aurons certainement nos amis de Douala. Et ici même, quelques infos pour essayer d'apporter quelques informations culturelles, ça et là. Et puis on va sortir, naturellement, n'est-ce pas, avec un livre de chevet qui nous sera présenté par Jean-Jacques Foucault. Bien sûr. Bien sûr. Parce qu'il est intéressant, n'est-ce pas, de rentrer dans les bras de Morphée après qu'on ait jeté un coup d'œil dans un livre et pris connaissance d'un certain nombre de choses. Voilà. Voilà comment on se présente la balade de ce soir. Et je ne serai pas seul puisque je serai en compagnie de Bertrand Bois. Bertrand Bois, qui est certainement déjà dans les couloirs de la radio. Voilà. Merci à mon invité, Léger Tiga. Merci beaucoup encore une fois de plus d'être venu à la radio. Et on espère que chaque fois que vous serez sollicité, vous rendrez disponible pour les auditeurs de Royal FM. Oui, je me fais toujours le devoir d'être disponible pour les auditeurs de Royal FM. Merci de m'avoir invité pour la présentation de cet ouvrage. Et bonne soirée à vos auditeurs. Merci à Romia Lekoumé. Lui, il était à la mise en onde et également pour la diffusion sur Facebook. Merci à la régie d'antenne, à Cyril Niem, à coordination centrale, Roger Kiek-de-Kiki, supervision générale Emmanuel Noël Bissaï. Jean-Jacques Foucault, c'est mon nom, j'étais à la présentation. Sachez simplement qu'on se retrouve mardi prochain pour le direct, tout à l'heure vers 4h30 du matin. Vous aurez droit à la rediffusion du dit programme. Restez connectés dans 30 secondes, balade nocturne. Bonne nuit.